Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Monaco Info pour cette première édition de l'année. Je vous propose de découvrir les titres de votre journal. Nous commençons cette édition avec un partenariat entre le lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo et la compagnie monégasque de banque. Nous irons à la rencontre de l'artiste monégasque Belly qui propose une exposition au musée océanographique. Et enfin, nous reviendrons sur la journée européenne du patrimoine en principauté. Le partenariat entre le lycée technique et hôtelier de Monte-Carlo et la compagnie monégasque de banque vient d'être à nouveau signé, une reconduction qui confirme leur partage de valeurs communes. Christine Datomel vous en dit plus. Le 20 décembre dernier, le lycée technique et hôtelier de Monaco et la CMB ont renouvelé leur collaboration en signant une convention de partenariat qui les lie à nouveau pour une période de 3 ans. Il y a une parfaite collaboration entre le lycée et nous-mêmes. Il y a un échange, je dirais, de bons procédés. Nous avons, la possibilité d'utiliser les qualités des enseignants du lycée pour organiser des cours de cuisine, de pâtisserie, des cours d'œnologie à nos clients, ce qu'ils apprécient énormément, compte tenu de la qualité de tout ce qui est préparé. Ils sont ravis. Vous voulez que je vous cite un des menus qui avait été préparé? Attendez, je prends mon petit papier parce que je ne m'en souviens plus, si je le retrouve. Escalope de foie gras sauté, pommes de terre et raisins pochés, triangle de filet de dorade clouté aux olives, légumes sautés au wok et fraisier. Je crois qu'ils auraient été difficiles s'ils n'avaient pas été satisfaits à la fin de ces agapes. En plus des cours une fois par an, le lycée organise un cocktail pour les collaborateurs de la CMB. En contrepartie, l'établissement bancaire offre quant à lui la possibilité aux élèves du lycée d'effectuer un stage au sein de son service comptabilité. Bien sûr, c'est une banque prestigieuse et puis c'est évident qu'il est important non seulement d'avoir un enseignement théorique, mais il faut aussi un enseignement pratique. Et c'est très bien que nos étudiants aient la possibilité immédiatement, c'est-à-dire d'intégrer de grandes banques comme la CMB pour savoir ce qu'est réellement le travail. Toujours dans le cadre de ce partenariat, lors d'un cours d'études financières, un collaborateur de la CMB peut intervenir parfois pour expliquer aux élèves comment créer une entreprise. Nous allons à présent vous présenter cet ouvrage d'Alain Jaspard, Florent Fels ou l'amour de l'art. L'auteur a pu récupérer de nombreux documents inédits de son oncle. C'est donc grâce à ces archives qu'Alain Jaspard vous raconte la vie de cet homme emblématique qui a fini sa carrière en tant que directeur de Radio Monte-Carlo. Il est au micro de Léa Bellante. Il y a une mine de documents, de lettres, de photos, d'archives extraordinaires. Et surtout, comme je le dis dans la biographie, j'ai surtout retrouvé une vingtaine de carnets, parce que Fels, comme tous les journalistes, avait un carnet toujours sur lui, où il prenait des notes. Et ces carnets qui lui ont servi à écrire la plupart de ses bouquins, tout n'a pas été publié. Donc j'ai repris ces carnets, je les ai étudiés, je les ai lus, je les ai triés. Et ils m'ont servi au moins à 50% à refaire cette biographie. Il n'est pas nécessaire d'être amateur d'art pour lire ce livre parce que c'est une histoire de la vie d'un homme, une histoire qui est complètement incroyable. Et donc ça peut se lire comme ça, comme une aventure, comme une histoire, parce que sa vie est vraiment une aventure. Aussi bien sentimentale que les événements qu'il a vécus, puisqu'il a quand même vécu de 1891 à 1977, donc c'est quand même une période extrêmement intéressante. Dans la révolution aussi bien culturelle que dans le mode de vie des gens, que de la société. Et en même temps, les gens qui s'intéressent à l'art ne peuvent pas ignorer tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a dit sur tous les gens qu'il a connus, parce que la liste est absolument incroyable. Ça touche aussi bien des musiciens, puisque tous les grands musiciens, je parle évidemment de Poulenc, de Satie, de Stravinsky, tous ces gens-là. Bon, il a évidemment énormément, et il était très ami avec Cocteau. Donc les gens qui s'intéressent à l'histoire de l'art, que ce soit la musique, la littérature ou la peinture, ou même la photo, puisque j'ai découvert tout à fait par hasard qu'il faisait aussi des critiques de photos, eux évidemment là ils vont être passionnés par ce livre. Elle est connue en principauté et au-delà des frontières du pays. L'artiste monégasque Belly vous propose une autre facette de son travail au musée océanographique, le récit de Patricia Navarro. Sur la trentaine de tableaux de Belinda Bussotti exposés au musée océanographique, les hommes et les requins cohabitent en parfaite harmonie.
connue sous son nom d'artiste Belli, cette native de la principauté tenait depuis plusieurs années à contribuer, elle aussi, à la sauvegarde des océans et des espèces qui les peuplent. Son attention a été attirée plus particulièrement par les requins, et à l'heure où le musée océanographique a fait des squales sa grande thématique de l'année, elle s'est donc lancée dans un vaste challenge. Le pari est réussi, le travail d'une année trône fièrement dans la grande salle de conférence du Temple de la Mer, avec, toujours en toile de fond, les nus qui lui tiennent tant à cœur. C'est vrai que le nu, j'avais du mal à lâcher le nu. Donc quand j'ai commencé les requins, au début j'ai commencé à les mixer avec des poissons, des méduses, mais ça me manquait de ne pas mettre un peu de nu. Alors j'ai tenté aussi avec les nus et finalement c'était beau. Et comme je voulais aussi souligner le lien qui existe entre les espèces, y compris l'espèce humaine, j'ai mis des nus qui représentent l'espèce humaine, des femmes. C'est vrai que ça manque un peu d'hommes, je devrais en refaire quelques-uns avec quelques hommes, mais c'était un peu l'idée de montrer que l'homme est lié directement aux requins. Si on les massacre tous, on va arriver à un énorme gâchis. Les œuvres de Belli mettent donc en avant la beauté du corps humain et les lignes nobles et épurées des requins. Le regard est attiré par une première impression visuelle, avant la découverte ensuite d'une seconde image dissimulée sous la première. Le travail, exposé au musée océanographique, mêle mixage numérique de photographie et impression sur toile et bâche repeinte. Techniquement, en fait, contrairement aux peintures que vous aviez vues déjà récemment où c'était de l'acrylique pur avec des photos insérées, etc. Là, c'est une technique complètement à part parce que je fais aussi de l'art digital, numérique. Ce sont des photos, toutes des photos que j'ai prises, des photos d'animaux ou des photos de dessins et que j'ai mixées ensuite avec Photoshop. Et ensuite, elles sont imprimées sur toile, lesquelles toiles sont éventuellement repeintes ensuite à l'acrylique. Pour celles que j'ai envie de retoucher. Avec toutes ses œuvres, Belli souhaite faire entendre son cri d'alarme en faveur des requins et montrer que ces espèces, parfois tant redoutées par l'homme, dégagent pourtant beaucoup de grâce. Cette exposition s'achèvera le 5 janvier prochain. À l'occasion de la Journée européenne du patrimoine, la direction des affaires culturelles proposait de visiter un lieu unique et très peu connu du grand public. Il s'agissait de la maison où a vécu Jean Cocteau à Saint-Jean-Cap-Ferrat, un itinéraire transfrontalier que vous fait découvrir Christine Datomel. Elle porte le doux nom de Santo Sospir. Construite peu de temps après la guerre, la villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat a été achetée par Alec et Francine Wesveler en 1948. C'est une histoire assez incroyable parce que c'est un vœu que M. Wesveler avait fait pendant la guerre. La famille était d'origine juive et il avait promis à sa femme, Francine, que s'ils échappaient à l'horreur nazie, il lui achèterait la maison de ses rêves. Donc en 1948, après avoir échappé au régime nazi, la famille Wesveler est venue en vacances sur la Côte d'Azur et Francine, un jour, en faisant du bateau, a aperçu cette maison depuis le bateau qu'elle avait loué. Donc la villa avait été construite en 1930 et Francine tout de suite a dit « ça va être ma maison rêvée ». Donc Alec Wesveler, tient sa promesse et va acheter la villa à Francine Wesveler. Après le tournage des Enfants terribles en 1950, Francine Wesveler rencontre Jean Cocteau à Paris et de là naît une profonde amitié. Francine, trouvant Cocteau fatigué après le tournage, lui propose de passer quelques semaines de vacances chez elle à Santo Sospir. Ces vacances se prolongeront durant 11 années. Jean Cocteau deviendra l'invité permanent de Francine Wesveler. Très rapidement, Cocteau arrive dans cette villa qui était toute blanche. C'était une maison de vacances. Il y avait très peu de transformations faites par Francine. Et très rapidement, Cocteau l'écrit dans son journal intime, il dit « Les murs blancs de la villa Santo Sospir me crient leur silence. J'ai qu'une envie, c'est de les habiller. » Donc il va demander la permission à Francine de pouvoir habiller les murs de cette maison. Fresques, mosaïques et tapisseries habillent encore aujourd'hui Santo Sospir, plus vivantes que jamais. Elles épousent non seulement l'architecture de la maison, mais aussi les états d'âme de ses habitants. Et si les murs de la villa furent tatoués de fresques par le poète, plongeant les visiteurs dans l'intemporalité, le mobilier lui aussi est resté le même. Ce n'est pas Jean Cocteau qui s'est occupé de la décoration. Francine avait une autre amie qui s'appelait Madeleine Castin,
qu'elle a rencontrée en 1948, qui était la grande décoratrice antiquaire parisienne de l'époque. Et donc elle va l'inviter au même moment que Jean Cocteau. Et ces deux personnages qui se connaissaient vont jouer l'un et l'autre avec leurs travaux respectifs. Et donc, pendant que Cocteau décorait les murs, Madeleine Castin, elle, habillait l'intérieur de la villa de son mobilier qu'elle a chiné, qui est un mobilier javanais 19e siècle. Voilà. Donc c'est vraiment complètement l'empreinte de Madeleine Castin au niveau du mobilier. Depuis 1995, la Villa Santo-Sospir est inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Et samedi, dans le cadre des Journées du patrimoine et sur inscription uniquement, vous pourrez visiter la villa. Le départ est prévu à 9 h à l'arrêt de bus Stade Louis II pour un retour à midi. Nous commençons l'année 2014 sous la pluie. Voyons voir si les conditions météo s'améliorent ces prochains jours. Vendredi, la principauté se réveillera encore sous la pluie avec des températures allant de 10 à 15 degrés. Samedi, toujours un temps maussade avec un mercure qui oscillera entre 11 et 12 degrés. Dimanche, encore de la pluie au programme avec un thermomètre allant de 9 à 12 degrés. Et enfin lundi, un ciel mitigé pour ce début de semaine avec une maximale de 15 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe de Monaco Info, je vous souhaite une excellente année 2014. À très bientôt sur Monaco Info.